Bienvenue sur votre nouveau rendez-vous Enjeu sur Banamekili, votre nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité politique, diplomatique et géostratégique. Surtout, soyez fidèles. Papa Henri, bonjour. Bonjour Jado. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la mort du général Lucien Bahouma. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bon, il était en mission dans une localité appelée Kasese, en Ouganda. C'est un district de cette partie du territoire ougandais. Et il aurait fait un malaise. Donc il a fait un malaise et d'après ce que l'on sait, il a été évacué assez rapidement en Afrique du Sud où malheureusement il est décédé dans la nuit en fait du 30 au 31 août. J'aimerais qu'on puisse un petit peu décortiquer par rapport aux différentes morts qu'il y a eu, comme celui-là de Mamadou Ndala. Vous vous souviendrez que le scénario, il y avait quelques failles dans le scénario, dans la présentation du scénario. Ici, nous voyons qu'avec la mort de M. Bahouma, il y a eu un avion quand même très vite qui a été affrété. Normalement, quand il y a un problème d'AVC, je crois que Kampala était capable de pouvoir soigner M. Bahouma. Deuxième chose, et puis je vais vous laisser répondre, comment expliquer que M. Bahouma se trouve en Ouganda, qui est un pays que nous connaissons comme étant un pays qui était agresseur, qui avait envoyé des troupes ougandaises agresser le Congo sous le couvert du M23. Et on va avec les pays agresseurs pour parler de stabilité. Donc il y a quand même une certaine contradiction. Plus précisément, au mois de janvier, nous avons fait une émission dans laquelle nous avons souligné que beaucoup de membres des FARDC seraient tués. Et je ne dirais pas que nous sommes des prophètes, mais nous voyons que le gouvernement s'inscrit vraiment dans cette lignée-là. Alors, dans une simple hypothèse, qu'est-ce qu'il gagnerait à éliminer les hauts gradés FARDC? Bon, finalement, à ce stade-ci, on ne sait pas s'il a été éliminé, mais c'est vrai que le soupçon a de bonnes raisons d'être là ou d'être évoqué, parce que ça fait quand même beaucoup. En l'espace comme ça de 8 mois, nous avons effectivement un deuxième haut gradé, et non des moindres, qui perd la vie. Officiellement, il a fait un AVC. Bon, nous verrons ce qu'il en sera plus tard, mais c'est vrai que cela démobilise fortement les troupes et pose effectivement problème quant à la capacité des FARDC de pouvoir garder longtemps ces éléments les plus méritants. Quel est votre dernier mot concernant cette mort tragique quand même et qui, selon moi et selon beaucoup d'experts qui ont écrit des livres, disait que dans le plan de balkanisation du Congo, un des objectifs des commanditaires serait d'abord l'élimination de tous les grands gradés, fins tacticiens, militaires et FARDC. Alors, la décapitation des cerveaux est une stratégie éprouvée, on l'a vu dans l'histoire récente. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette mort est un coup dur porté au FARDC, mais il appartient aux Congolais, aux autorités congolaises, du moins je l'espère, de pouvoir se réapproprier le processus de réforme du secteur de la sécurité pour doter notre armée de moyens conséquents et surtout de pouvoir s'appuyer sur des hommes de très grande valeur en tenant néanmoins compte de leur engagement et de leur degré de patriotisme, parce qu'à ce jour, malheureusement, cette loyauté et ce degré de patriotisme est, il faut bien le dire, à géométrie variable. Voilà, nous passons au deuxième point, donc la réunion de Kinga Kati qui vient de donner raison à l'opposition qui depuis des mois, si pas depuis un petit temps, n'arrêtait pas de crier
au changement et à la modification de la Constitution que le pouvoir en place était en train de préparer. Et aujourd'hui, nous voyons que nous sommes exactement en train d'aller vers une modification de la Constitution. Sans oublier qu'il y a des paroles qui sont trompeurs, qui tendent à endormir les Congolais, celles des États-Unis qui appellent au respect de la Constitution, des Européens, et tout ça tend à nous donner espoir, alors que, à côté de ça, nous voyons bien le pouvoir de Kinshasa n'en a cure de toutes ces remarques de l'Occident ou de la communauté internationale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bon, il est incontestable que la réunion du 25 août dernier à Kingakati marque un tournant au niveau de la majorité, puisque de ce que l'on en sait, l'option a été levée pour un changement de constitution. Mais nous devons néanmoins rester prudents, parce que depuis plusieurs mois déjà, la majorité présidentielle nous a habitués à des ballons d'essai, comme pour tester l'opinion publique ou jauger l'opposition. Mais si l'on s'en tient à ce qui s'est dit, là, effectivement, pour le coup, nous ne parlons plus de révision, mais de modification de la Constitution. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté, visiblement, de passer en force dans un contexte où, c'est vrai, il y a des pressions amicales sur le plan diplomatique, mais des pressions qui ne semblent pas avoir prise sur Joseph Kabila et sa famille politique, pour la simple et bonne raison qu'ils sont tout à fait conscients de deux choses. La première, c'est que la communauté internationale reste tout de même divisée sur la question. Et la deuxième raison, c'est que Joseph Kabila n'est pas le seul en Afrique à avoir ce type de problème avec la Constitution. Et donc, cette focalisation sur Joseph Kabila, paradoxalement, le renforce dans la mesure où il se victimise, puisque le débat se déplace sur sa personne et sur la République démocratique du Congo. Je vous rappelle qu'au Burkina Faso, par exemple, toute la question, c'est de savoir si l'article 37 de la Constitution, alors que chez nous c'est l'article 220, sera modifié pour ouvrir la voie à un nouveau mandat. Alors je vous précise quand même que Kampaoré, lui, en est à son 5e mandat, si jamais il obtenait gain de cause, alors que Joseph Kabila est à la recherche d'un 3e mandat. Non, tout cela n'est pas très sérieux en réalité, mais on voit très bien que cet entêtement du pouvoir risque bien de s'avérer contre-productif et attiser inutilement les tensions dans un pays où, le moins que l'on puisse dire, nous assistons depuis maintenant plusieurs semaines à une recrudescence à la fois des groupes armés, mais d'une forte contestation, aussi bien au niveau de l'opposition qu'en interne au sein de cette majorité. Alors, parlons-en justement de ces dissensions au sein même de la majorité. Nous avons récemment entendu M. Muyambo au Katanga, qui a dit qu'il était totalement contre toute modification de la Constitution. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que M. Muyambo veut juste vendre aux enchères? Est-ce que c'est juste pour essayer de se faire monnayer et acheter comme l'opposition en a l'habitude, ou serait-ce vraiment des vœux sincères? Est-ce que ce serait des paroles sincères? Bon, il faut quand même resituer un peu le contexte. Il faut savoir que le MSR, le mouvement solidaire, je crois pour la République, le parti créé par Feu Samba Kaputo et M. Pierre Lumbi, dont il faut rappeler qu'il est le conseiller spécial de Joseph Kabila en matière de sécurité, ce parti a exprimé les plus vives réserves quant à cette possibilité de réviser la Constitution, même si aujourd'hui on commence à nous parler de changement. Donc ces deux positions de principe, fort courageuses, il faut bien le dire, mais je pense que nous avons quand même affaire à deux hypothèses ici. De deux choses l'une, ou la démarche du SCOD, puisque c'est de ça qu'il s'agit, de M. Muyambo, qui est un parti ancré au Katanga, et la sortie médiatique du MSR sont une démarche effectivement cohérente, sincère, teintée de bon sens, qui va dans le sens d'une meilleure prise en compte rationnelle de la réalité, avec tout ce que cela implique comme, je dirais, engagement en faveur d'un pays qui a besoin d'alternance démocratique. Ou alors c'est une manœuvre tout simplement du pouvoir qui consiste ni plus ni moins à accréditer l'idée d'un débat en son sein sur cette question. Et puis il y a évidemment la troisième possibilité que vous avez évoquée vous-même, c'est
on veut se faire mousser, on fait monter les enchères pour se rendre incontournable. Je dirais que de ces trois hypothèses, il va falloir étudier cela au cas par cas, mais vous savez, connaissant la boulimie de nos acteurs politiques congolais, je vois très mal des gens qui sont friands de pouvoir, de privilèges et d'avantages divers, comme ça, monter au créneau pour, je dirais, Par patriotisme. scier. Ouais, patriotisme, oui, c'est... Ou scier la branche sur laquelle ils sont assis. Oui, patriotisme, oui, c'est un mot qui fait plaisir à entendre, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Quand on voit les gens qui viennent vous parler la main sur le cœur, qui vont changer le pays, et le lendemain, vous les voyez se vautrer de manière insolente et arrogante, je dirais, dans les us et coutumes. Non, tout ça n'est pas très sérieux. Je pense qu'il va falloir être beaucoup plus réactif par rapport à tout cela. C'est pour ça que je pense que l'opposition a tout son rôle dans cette affaire, mais surtout de grâce, de ne pas tomber dans ce piège qui consiste à prendre pour argent comptant tout ce que dit le pouvoir. Je vous donne juste deux exemples. Il y a de cela quelques mois, on nous annonçait la mise sur pied d'un gouvernement de cohésion nationale qui ne voit toujours pas le jour, et puis subitement on nous annonce pour le 15 septembre un gouvernement de large union nationale. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi il sera mis sur pied. Certains parlent d'un gouvernement qui sera chargé d'aller aux élections, d'autres nous parlent d'un gouvernement qui sera chargé de préparer le référendum constitutionnel, d'autres encore nous parlent d'un dialogue qui pourra être mis sur pied conformément, je dirais, aux recommandations de l'accord cadre d'Addis Abeba. Alors, vous voyez qu'on nage en plein délire, on ne sait pas très bien où l'on va. Mais on nous a même annoncé un gouvernement pour le 15 septembre. Oui, tout à fait, je viens de l'évoquer, mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, Joseph Kabila, sachant qu'il a vraisemblablement l'intention de se maintenir au pouvoir, est-ce qu'il a vraiment besoin d'aller vers un dialogue avec une opposition qui visiblement reste très divisée, mais qui a quand même le mérite de monter au créneau? C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il faut se féliciter qu'il y ait un dialogue constructif entre de grands partis comme l'UDPS, l'UNC et dans une certaine mesure le MLC, même si cela n'est pas forcément évident. Mais voilà. Je dirais plus les CID. Et CID, oui, de Martin Fayulu, bien entendu, qui fait partie de cette opposition. Mais vous savez, le moment de vérité, ce sera lorsqu'il faudra trancher sur une question qui ressemble plus en réalité à un dilemme. Est-ce l'alternance démocratique et donc politique, ou bien le partage du pouvoir? Qu'est-ce qui est plus rentable à court terme pour l'opposition? Et je pense que la réponse à cette question n'est peut-être pas aussi évidente que l'on pourrait l'imaginer. Mais ne voyez-vous pas que nous sommes en train de jouer dans une tragédie qui ne dit pas son nom? Tout à fait. Du fait qu'aujourd'hui, nous voyons qu'en fait, nous avons une mafia, et il ne faut pas avoir peur des mots, installée à Kinshasa, qui joue et instrumentalise la Constitution pour des fins d'une personne, donc M. Kabila. Elle est modifiée chaque fois pour aider M. Kabila par rapport à son âge, pour aider M. Kabila pour qu'il puisse passer au premier tour, pour aider M. Kabila à ce que les mandats puissent être modifiés. Enfin, c'est devenu son instrument avec lequel il l'utilise pour se maintenir de manière au pouvoir. Est-ce que ne croyez-vous pas qu'aujourd'hui, ce que nous avons crié depuis un moment, qui disait que quelqu'un qui est arrivé au pouvoir par les armes ne pourra partir que par les armes? Je crois qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Et je crois que le Congolais ne doit pas attendre 2016, fin 2016, pour s'organiser. Alors, il est clair que l'option militaire n'est pas souhaitable, puisque cela ne ferait qu'ajouter des malheurs à des malheurs qui existent déjà et vis-à-vis desquels le pouvoir actuel est totalement désarmé, démuni, voire impuissant. Non, je crois que ce qui est important, c'est qu'il y ait réellement une prise de conscience au sein de l'opinion publique, au niveau de la classe politique et singulièrement au niveau de l'opposition, pour pouvoir se faire entendre et amener progressivement le pouvoir à renoncer à ce funeste plan
de modification de la Constitution. Et je reviens à ce que je disais il y a de cela plusieurs semaines, voire plusieurs mois ici même. Je crois que cela dépendra de trois dynamiques. Une première dynamique, je viens de l'évoquer, une dynamique interne qui me paraît fondamentale, puisqu'il faut que l'opinion puisse être consciente du danger d'un changement de constitution, appelons ça comme ça, et ce pour des raisons funestes et extrêmement préjudiciables pour l'avenir du pays. La deuxième dynamique, elle est régionale et sous-régionale. Alors, le problème, c'est que vous avez autour de l'RDC 4 pays qui sont confrontés aux mêmes difficultés, c'est-à-dire des chefs d'État qui souhaitent rempiler. Congo-Brazzaville, vous avez l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi qui sont dans la même situation, dans une certaine mesure, Dos Santos également. Et donc, on a l'impression que ces pays se jaugent mutuellement pour voir qui va franchir le pas le premier. Mais il faudrait une prise de conscience qui passe par un organisme régional, la CIRGL, ça peut être la SADC dans une certaine mesure, ou tout simplement l'Union africaine, qui, à la faveur d'une réunion dont elle a le secret, estime qu'il serait contre-productif que les chefs d'État s'engagent sur la voie référendaire pour tenter de s'accrocher au pouvoir. Et puis, la troisième dynamique, c'est la dynamique dite internationale, avec son lot de sanctions éventuelles, parce que jusqu'ici, ce pas n'est pas franchi. Et puis, il faut dire que le contexte n'est pas très propice, puisque avec la situation qui prévaut aussi bien en Syrie, en Irak, en Libye et en Ukraine, vous avez là, pour le coup, les grandes capitales internationales qui sont au four et au moulin pour trouver une solution à ces différents problèmes. Ce qui donne à Joseph Kabila et à ses homologues de la sous-région et d'ailleurs, hein, eh bien, toute l'attitude pour profiter de cette diversion et faire un peu tout et n'importe quoi. Allez, passons à la suite. Procès Ewanga, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Il a été reporté pour des raisons de procédure. À un moment où on nous parle de cohésion nationale, je pense que l'opinion publique appréciera le zèle avec lequel les diplomates, enfin les magistrats congolais, qui sont réputés malheureusement inféodés au pouvoir, ce zèle qu'ils mettent justement à ce qu'un acteur politique de premier plan soit neutralisé. Je le déplore à titre personnel. Mais ça en fait un peu trop, hein. Toutes ces arrestations de gens de l'opposition, ces éliminations politiques. Oui, mais écoutez, je l'ai dit, on parle de cohésion, on nous parle maintenant de dialogue. Vous savez, c'est comme si en fait le pouvoir avançait avec la carotte et le bâton. La carotte, c'est effectivement ces arrestations intempestives, ces privations de liberté, ces harcèlements multiples. Et puis, la carotte, c'est l'annonce d'un dialogue, la nécessité de parler avec l'opposition, etc. Donc on voit très bien que l'objectif, c'est surtout de tester l'opinion et de juger l'opposition. Marche de protestation contre un changement de la Constitution, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est une démarche tout à fait légitime, qui est même souhaitable, parce qu'il est bon de pouvoir exprimer son opposition à cette perspective. Je rappelle que... Mais vous ne voyez pas... Il y a de cela quelques jours, plus de 15 000 personnes dans les rues de Ouagadougou ont protesté contre justement le projet de modification de l'article 37 de la Constitution burkinabé. Voilà. Et vous ne voyez pas que l'arrestation d'Ewanga, c'est une façon de dire que dès que vous allez parler des paroles qui ne plaisent pas au pouvoir, on va vous arrêter. À ce moment-là, on ne fait plus rien. Je veux dire, on ne peut pas, sous prétexte qu'il y aura des arrestations... non, ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que, en fait, cette répression vise à museler l'opposition. Certes, mais je pense que l'opposition est dans son rôle lorsqu'elle programme ce type de marche. Okay. Et c'est souhaitable. Épidémie Ebola, on avait annoncé avant même qu'on puisse dépister qu'il y avait une 61 morts à Bouendé. Maintenant, on fait état de 31 morts. Un petit mot. Je ne comprends plus rien, moi. Vous savez, les chiffres, malheureusement, les chiffres, les autorités congolaises et les chiffres, c'est souvent un problème presque conflictuel et existentiel. Bon, ok. Mais la communauté internationale semble vraiment, je dirais le mot et je tiens à m'en excuser, s'en foutre vraiment
d'Ebola parce qu'il n'y a savez, personne qui fait rien. la- Ils ont les La médicaments. Banque africaine pour le développement avait annoncé il y a de cela 10 jours une aide de 60 millions. Ils viennent de tripler cette aide en faveur des pays africains. L'OMS se contente simplement de donner des chiffres qui leur sont fournis par les pays concernés par l'épidémie. Vous avez les laboratoires pharmaceutiques qui se frottent les mains parce que s'il y a un traitement expérimental, il sera testé à moindre frais sur les populations africaines. Les Africains sont, une fois de plus, les dindons de la farce, alors que nous avons déjà les premières conséquences économiques de cette épidémie dans les 3 pays notamment d'où est partie l'épidémie. Il faut bien le rappeler, hein, Sierra Leone, Libéria et Guinée. Maintenant, la République démocratique du Congo qui se trouve maintenant pointée du doigt. Je vous rappelle que l'équipe du Cameroun qui doit affronter la RDC avait à un moment donné refusé de venir jouer à Lubumbashi. Il en est de même pour certaines équipes, notamment tunisiennes, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des champions. Donc voilà, ce n'est pas une bonne nouvelle. Nous allons assister vraisemblablement à un ralentissement de l'activité économique dans certains pays. La confiance va bien évidemment diminuer et on devrait assister aussi à un désengagement au niveau des investissements. Alors pour la RDC, ce n'est pas encore le cas parce que de ce que l'on sait, l'épidémie est, je dirais, restreinte ou en tout cas confinée dans une zone, mais soyons quand même prudents parce qu'on ne sait jamais. Délimitation des frontières entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que ce n'est pas une occasion pour le Rwanda de gratiner quelques terres au Congo? Qu'est-ce qui se passe réellement? Cette affaire a été... Est-ce que cette histoire de bornes est vraiment vrai qu'il y a des bornes qui sont en train de... c'est ce qu'on nous dit, mais moi, je crois qu'il y a un problème de fond et de forme dans cette affaire. Le problème de fond, c'est que... Le Parlement oui, je pense que pour une question aussi importante, surtout lorsque l'on connaît le contentieux qui oppose les 2 pays, faire ce travail avec autant de légèreté me pose réellement problème. Vous l'avez évoqué tout à l'heure au début de l'émission, vous parliez de ce général qui est allé dans une réunion en Ouganda. Là, nous avons des experts congolais et rwandais qui ont travaillé de commun accord, mais nous ne pouvons pas oublier les difficultés qui ont pu être occasionnées par les visées expansionnistes du Rwanda. Et donc, aller s'engager comme ça à la légère dans une nouvelle opération de délimitation sans consulter la représentation nationale, ça pose effectivement un problème. Ça, c'est au niveau du fond. Au problème de la forme, ma foi, là encore, on essaie de nous présenter ça comme étant le fruit d'une coopération entre 2 pays voisins, certes, mais il faut néanmoins prendre en considération, je dirais, le contexte, et ainsi que tout le contentieux qui oppose les 2 pays. Nous parlons de la résurrection du M23. Un petit mot que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est que le général Baouma a réussi, notamment avec Mamadou Ndala, leur victoire sur le M23, justement parce qu'ils avaient écarté la plupart des généraux ou cadres à consonance rwandaise qui étaient dans l'armée de peur d'avoir des fuites ou des trahisons. Et c'est comme ça qu'il y avait pu y avoir certaines victoires remportées. Est-ce que maintenant, cette résurrection dont on parle aujourd'hui, c'est une coïncidence ou bien elle vient à point nommé pendant que les vrais acteurs qui ont permis la victoire contre le M23 meurent un par un et que maintenant il n'y a plus de fins tacticiens qui pourront les vaincre et il y a une étonnante conjonction du calendrier, mais je voudrais simplement vous dire que moi je ne parle pas de résurrection. Le M23 a certes été défait militairement, mais le M23 n'a jamais été anéanti. Quand vous prenez les 1000, 1200, 1300 hommes, les chiffres varient. Après eux-mêmes, ils ont augmenté, avec l'aide du gouvernement congolais. Donc, parlant de 4000 à la fin. Certains d'entre eux ont trouvé refuge en Ouganda et au Rwanda. On nous informe qu'ils se sont évanouis dans la nature. Bon. Alors, un rapport des Nations Unies datant de juin atteste effectivement une difficulté d'identifier ces individus aussi bien au Rwanda qu'en Ouganda. Et nous savons également par un autre rapport, disons antérieur à celui de juin,
qu'il y a une réorganisation qui se fait au niveau de certains pays voisins. Donc le M23, en fait, a toujours été en capacité de se réorganiser. Maintenant, pourquoi maintenant? Il faut aussi rappeler le contexte. Certains cadres du M23 reprochent à Kinshasa de ne pas respecter sa part d'engagement, notamment suite aux déclarations de Nairobi, s'agissant notamment de l'amnistie. Mais il faut savoir que le principe a toujours été de se réorganiser en dépit du fait que, officiellement, cette rébellion était déstabilisée. Et puis, vous devez aussi savoir que le M23 garde aux yeux de l'Ouganda et du Rwanda encore toute son utilité pour pouvoir déstabiliser la partie orientale du territoire national, ce qui aura pour conséquence évidemment de rendre vulnérable le pays. Mais la prochaine fois, donc pour aujourd'hui, nous allons en rester là. Nous allons rester attentifs à la suite de l'actualité concernant le Congo. Marquis Stiller, Akenjo.